Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix Pluriel, notre nouveau site internet. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Rebecca Benamou, à qui je dis avant tout bonjour Rebecca. Bonjour Monique. Rebecca, c'est un grand plaisir car vous allez nous faire découvrir ou redécouvrir une femme qui en fait, s'est trompée de siècle. Et bien sûr, je veux parler de Chana Orloff avec ce magnifique roman, L'horizon a pour elle dénoué sa ceinture qui a paru chez Fayard. Alors avant tout, Rebecca, qui était Chana Orloff? Alors Shana Orloff, c'était une sculptrice, une artiste qui a été une véritable star dans la France des années folles et par la suite aussi juste avant la guerre, qui a beaucoup marqué l'art de son époque et qui était proche de tous les grands noms de cette période, que ce soit Modigliani, Soutine, Picasso, voilà tous les grands artistes et tous les grands intellectuels de l'époque. Et c'est quelqu'un qui est né en Ukraine, donc l'Empire russe de ce moment-là, et qui a véritablement marqué l'histoire et qui est malheureusement tombé dans l'oubli depuis. Et voilà, on va avoir l'occasion d'en parler. Alors Rebecca, qui vous a mis sur la piste de Chana Orloff? C'est une histoire en fait entre ma mère et moi, puisque en fait ma mère est passionnée par les ateliers d'artistes. Et un jour, elle a visité l'atelier de Chana Orloff qui se situe à Paris, qui est ouvert au public, qui est comme une sorte de musée en quelque sorte, qui contient environ 200 œuvres. Et elle est allée donc dans le 14e arrondissement et elle m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir cet atelier, que tu ailles écouter l'histoire de cette femme. Alors, elle est morte en 68, mais le lieu est tenu par ses petits-enfants, par ses petits-enfants. Qui se charge de vraiment, comment dire, faire durer et honorer sa mémoire du mieux qu'ils peuvent. Et donc j'y suis allée sur les conseils de ma mère et c'est comme ça que j'ai rencontré, en fait, entre guillemets, j'ai rencontré cette femme, on va dire, et que j'ai rencontré son œuvre. Alors, Rebecca Benamou, en fait, avant d'être sculptrice, c'était une couturière. Et votre roman porte surtout sur la femme plus que sur l'œuvre de Chana Orloff, mais on doit quand même rappeler qu'elle sculpte comme si elle recouvrait de voile et de tissu les corps qu'elle sculpte, parce qu'elle n'est pas forcément dans la mouvance de l'odalisque, par exemple. La femme doit être nature pour elle. Alors, elle doit être naturelle, oui, mais elle a une vision de la féminité oui, qui jure beaucoup avec la vision un petit peu idéalisée de la femme qui a pu avoir dans l'art à ce moment-là. Mais il ne faut pas oublier que pour une fois, justement, ce sont des corps de femmes sculptés par une femme et non pas par le regard d'un homme. Donc, ils ne sont forcément pas vus de la même façon. Et pour ce qui est de Chana Orloff et de son œuvre, elle voulait absolument promouvoir, elle voulait donner à voir en tout cas une féminité plurielle, sans cesse conjuguée au pluriel, donc c'est-à-dire avec tout un tas de nuances différentes. C'était pas une féminité, comment dire, trop idéalisée. C'était quelque chose dans lequel je pense beaucoup de femmes auraient ou peuvent encore se retrouver aujourd'hui. Et en effet, elle n'a pas grandi en tant qu'artiste. Elle a appris le métier de couturière et c'est comme ça qu'elle a commencé. Elle a dû quitter son Ukraine natale en raison des pogroms. Elle est allée dans la Palestine de l'époque, donc l'Israël d'aujourd'hui, et où elle a appris son métier de couturière. Et c'est à Paris, elle est partie à l'âge de 22 ans, où elle a commencé véritablement à exercer et à se former à la couture dans une des plus grandes maisons de l'époque qui s'appelle Jeanne Paquin, qui est tenue donc par Jeanne Paquin. Et alors, donc, elle est à Paris, l'amour arrive,
l'amour de sa vie, en fait, qui a donné naissance à ce fils et les petits-enfants qui font vivre la mémoire de Chana Orloff dans cet atelier d'artistes dans le 14e que vous avez visité et qui vous a mis sur les traces de Chana Orloff. Pouvez-vous nous parler de cette vie débridée parce qu'elle a connu Anaïs Nin, elle était très attachée à des amitiés, par exemple, elle écrit, il y a plusieurs lettres qu'on retrouve à la fin de votre roman, à son amie, oui, la femme d'Otoranque, Beata. Oui, tout à fait. Elle a beaucoup de valeur, cette femme. Oui, alors pour reprendre quelque chose que vous avez dit, moi je ne dirais pas qu'elle a eu une vie débridée, mais qu'elle a mené une vie aussi libre qu'elle a pu, en tout cas pour l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 20, dans les années 30, l'émancipation des femmes n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, les droits que les femmes ont aujourd'hui n'étaient pas ceux de l'époque. Donc Chana Orloff a été en avance sur son temps en étant une femme tout d'abord indépendante financièrement, une artiste qui a connu la gloire de son vivant, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'artistes, encore moins d'artistes femmes. Et par ailleurs, elle a en effet construit un réseau d'amis, d'artistes, d'intellectuels qui était propre aussi au quartier dans lequel elle vivait, qui était le quartier de Montparnasse, du Carrefour Vavin, là où tous les artistes se réunissaient dans les cafés, que ce soit le Dôme, la Rotonde, plus tard le Select. Donc voilà, il faut imaginer toute une communauté d'artistes qui se réunit et qui foisonne véritablement dans ce quartier où se trouvait Chana Orloff. Et c'est là où, comme vous dites, elle a rencontré l'amour de sa vie, qui s'appelle Harry Justman, qui était un poète polonais, dont on ne sait pas grand-chose, hormis qu'il a laissé de merveilleux poèmes, dont certains qu'il dédicace à son épouse. Mais malheureusement, leur histoire d'amour ne va pas durer très longtemps, car la Première Guerre mondiale arrive très vite et le jeune Justman s'engage. Chana Orloff va en effet avoir un enfant, mais malheureusement, il n'aura pas l'occasion de voir son fils grandir, car il décédera des suites de la grippe espagnole, comme des millions de personnes à cette époque. Et alors, transpire ce grand amour pour son fils, pour Didi. Hein, et oui, tout à fait. toutes les époques qu'ils ont vécues ensemble, c'est-à-dire entre autres pendant la guerre, le fait de fuir, elle a eu quand même quelques aides, parce qu'à un moment, vous relatez la perte de ses papiers, par exemple, ces faux papiers qui lui ont permis après de fuir vers la Suisse. C'est une femme qui avait un courage d'homme, en fait. Et là encore, je vais vous dire, non, c'est une femme qui avait un courage de femme. Parce que je pense qu'on sous-estime beaucoup la force et le courage des femmes, justement, et que ce serait dommage de lui prêter des valeurs masculines, alors qu'elle était pleinement dans un courage de femme, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'on peut même dire qu'on a un courage de femme ou d'homme? Je ne sais pas, mais c'est du courage. Justement, je voulais vous amener à revenir sur ça, parce que il faut ne pas oublier de se replacer dans l'époque. Mais je veux dire, même pas forcément l'époque, puisque une femme courageuse aujourd'hui ne serait pas plus courageuse parce on lui prête des qualités masculines ou féminines. Elle est courageuse parce qu'elle est courageuse. Et je pense que c'était le cas de Chana Orloff, qui n'a pas eu le choix aussi. Il ne faut pas oublier que à l'approche de la Seconde Guerre mondiale et du fait qu'elle était sur les listes des Juifs de la rafle du Veldiv, elle devait être raflée comme les autres le 16 et 17 juillet 1942. Elle y a échappé grâce à un réseau d'aide qui a fonctionné, parce que des gens ont risqué leur vie pour sauver la sienne et celle de son fils. Donc, en effet, elle a eu un courage extraordinaire. Elle a aussi eu la chance de bénéficier d'aide de certaines personnes pour fuir, pour continuer sa vie en Suisse jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est aussi un autre courage qu'il a fallu pour revenir après la signature de l'armistice et tout reconstruire, tout redémarrer de zéro, une fois que son atelier a été absolument ravagé, pillé, souillé.
elle revient, elle a le courage de revenir et de recommencer. Donc c'est en ça que j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas un courage d'homme ou de femme, c'est un courage d'être humain, tout simplement. Et alors, on la voit déambuler parce qu'à un moment de sa vie, elle a beaucoup voyagé avec Didi. On la voit à New York, puisqu'il y a une exposition. Euh, je trouve ça extraordinaire parce que, encore une fois, il faut replacer dans l'époque. Tout à fait. Ce qui est assez incroyable, c'est que donc Shanna Orloff devient mère célibataire et veuve très tôt par la force des choses. Et pratiquement au même moment, sa carrière décolle, sa carrière s'envole. Elle devient une célébrité en France, elle devient une célébrité en Europe et jusque même outre-Atlantique aux États-Unis. Elle va partir en tournée avec son fils et va se nouer comme ça une relation fusionnelle mère-fils, justement depuis la mort de son mari et sans doute jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'ils ont eu une relation extrêmement fusionnelle. Alors, dans votre roman, vous insistez sur le fait que sur le tard, lui reviennent des souvenirs du Shabbat dans la famille en Ukraine. Euh, vous lui faites même dire le Kaddish à la mémoire de Harry. Je trouve ça merveilleux parce que, en fait, on a l'impression que en 57 ans, elle a eu 10 vies. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai eu le sentiment en me plongeant dans la vie de Shanna Orloff qu'elle a vécu plusieurs vies en une seule. Et c'était assez vertigineux justement d'essayer d'en faire le tour parce que à chaque fois que je tirais un fil, j'en retrouvais 10 autres et à chaque fois que j'en tirais encore un, j'en retrouvais 20. Donc en fait, c'était un travail sans fin, mais c'était assez, comment dire, c'était très enrichissant pour moi de voir quelqu'un qui a eu une vie si riche. Et en réalité, vous ne l'avez lâché que quand vous êtes retourné sur ses pas à Odessa. Tout à fait. Il a fallu que... C'est assez irrationnel d'ailleurs finalement, mais j'ai eu le sentiment que j'avais besoin de terminer cette aventure en allant justement sur ses terres d'origine, sa terre d'origine qui est l'Ukraine. Et donc j'ai pris l'avion jusqu'à Odessa et voilà, je suis partie sur ces traces là-bas. Et c'est une fois que j'ai effectué ce voyage que j'ai mis le point final de mon histoire, de mon livre. Que vous l'avez libéré. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'en fait, sa fin a été assez triste, en fait, triste, puisqu'on sait qu'elle s'est affaissée, elle est tombée dans l'aéroport de Tel Aviv. Alors oui, 68. mais il faut quand même préciser qu'elle avait 80 ans, qu'elle a vécu une vie remarquable et que au moment où elle s'est effondrée dans l'aéroport de Tel Aviv, elle venait en Israël pour faire une rétrospective au musée de Tel Aviv sur toute son œuvre. Donc, elle est partie avec l'idée que le pays allait lui rendre hommage et qu'il allait la saluer en tant qu'artiste et qu'il allait saluer son œuvre. Donc, c'est évidemment une perte énorme d'avoir perdu une artiste pareille, mais c'est une artiste qui est partie en ayant connu la gloire et la reconnaissance. Et c'est quand même déjà quelque chose. Et le musée de Tel Aviv expose quelques sculptures de Shana Orloff. Je crois qu'il y en a une. Donc, il y en a dans les collections, tout à fait. Oui. Et puis, vous pouvez en trouver également à Paris dans plusieurs musées. Alors, malheureusement, les musées en ce moment sont difficiles d'accès. Mais en effet, les œuvres de Shana Orloff sont dans de nombreuses collections de musées entre Israël et la France. Sans oublier, bien sûr, la Villa Sera dans le 14e, Bien sûr, bien sûr. que vous invitez à visiter Ah oui, quand bien la sûr. pandémie nous le permettra. Exactement, exactement. Merci Rebecca Benamou. Je Merci. rappelle votre roman qui a paru chez Fayard. L'horizon a pour elle dénoué sa ceinture. À une prochaine fois, car je suppose qu'il doit y avoir un roman en gestation. Tout à fait. Merci Rebecca. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Monique. Au revoir. Nous allons poursuivre cette émission avec un très beau livre publié à titre posthume, Un parapluie pour monter au ciel de Liliane Lursa. Je vais donner tout de suite la parole à son fils, Pierre, Pierre Lursa, qui vit depuis 20 ans à Jérusalem
et qui lui-même a publié il y a quelques mois un livre en hommage à la mémoire de sa maman, d'accord, qui est une femme qui a toujours été quelqu'un ayant beaucoup de caractère, qui n'a jamais baissé les bras. Et on va pouvoir bien sûr parler de son livre Un parapluie pour monter. Alors avant tout, j'ai envie de vous dire, Pierre Itzhak Lursa, que retenez-vous de Liliane, votre maman? Ah, cette question-là, c'est un petit peu celle que je me suis posée dans le deuxième livre, celui que moi j'ai écrit en hommage. Et finalement, la réponse, c'est le titre du livre, c'est Vieri, c'est un petit peu la philosophie qu'elle m'a léguée. J'ai presque envie de vous entendre dire ce titre en yiddish. En yiddish, bien sûr, Leibunlach. Voilà. Leibunlach, voilà, c'est ce qu'elle m'a légué. Mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était ça, évidemment, le testament, parce qu'on le comprend que le moment venu, évidemment. On ne le comprend pas quand on est jeune, ça. Alors, on va traduire quand même pour les auditeurs, vie et ri. Vieri, c'était vraiment sa philosophie. Et d'ailleurs, dans son livre, elle raconte que finalement, elle l'avait hérité de ses parents à elle. Et moi, d'ailleurs, je pensais toujours que ça venait de son père, mais en fait, ça venait plutôt de sa mère, ou peut-être des deux, d'ailleurs. Donc, des Juifs venus de Pologne, Russie, qui s'étaient installés en Palestine mandataire dans les années 20. Et c'est là que ma mère est née à Jérusalem en 1928. Et après, elle est revenue en France et elle a fait toute sa vie en France. Et en lisant ce livre qu'elle m'a laissé, parce qu'en fait, ce livre, elle me l'a jamais donné, elle l'avait donné à ma sœur jumelle. C'était un manuscrit qui n'a jamais été publié. Et moi, quand je l'ai lu entre les mains, j'ai tout de suite pensé, il faut absolument publier ça. C'est un témoignage très estimable sur cette période. Et je dirais, ça a à la fois évidemment pour moi un intérêt personnel et familial, mais ça a aussi, je pense, un intérêt littéraire et historique pour le lecteur, de découvrir la vie de Juifs immigrés de Pologne qui s'installent à Jérusalem, qui reviennent à Paris, qui sont internés à Drancy avec elle. Et puis au-delà de ça, le regard que ma mère porte sur la vie, sur les gens qui l'entourent, on voit déjà dans ce livre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'a écrit, c'est des souvenirs de jeunesse, je ne sais pas à quel moment de sa vie elle l'a écrit, mais dans le regard, ce qui m'a frappé le plus, c'est que le regard de l'enfant, de l'adolescente, il y a déjà toute la finesse du regard sur les hommes qui lui a permis après de devenir psychologue. Donc, alors, on sent déjà... Ce qui est quand même très, très émouvant, c'est de voir comment cette famille, au bout de 3 ans en Palestine, décide d'aller chercher du travail en France. Les parents ne parlent pas un mot de français et c'est le frère aîné, Menahem, qui a 4 ans, qui apprend sur le bateau quelques mots et qui va leur servir d'interprète quand ils arrivent. Parce qu'ils arrivent sur la montagne Sainte-Geneviève, d'ailleurs on assiste à plusieurs déménagements, mais ce qui est troublant dans ce livre, c'est que c'est surtout l'optimisme de Liliane. C'est vrai, elle dit quelque part, elle écrit quand on a 16 ans, le malheur n'est jamais définitif. C'est-à-dire que cette vie, qui objectivement est une vie difficile, eh bien, elle ne la vit pas comme ça, elle la vit surtout comme une vie, je dirais, pleine à la fois d'aventure et aussi de charme et aussi d'humour. Il y a un grand humour dans ces pages, un humour très juif, et c'est bien ça On démarre déjà, ce n'est pas Liliane, c'est Lipa, mais c'est une institutrice complètement idiote qui lui demande comment tu t'appelles, Lily, ce n'est pas un prénom, une mauvaise note. Oui, alors peut-être idiote, mais en même temps, il faut se remettre à l'époque, l'école, c'était l'endroit où on s'intégrait en France. Hein, et ça, évidemment, ça n'existe plus aujourd'hui, mais quand la maîtresse fait l'appel, Kurtz, Knopf, Kambourakis, c'est que des noms étrangers, et finalement, ça va devenir des vrais Français. Et ma mère, elle, toute sa vie, elle s'est considérée comme française à part entière. Et elle est devenue chercheuse au CNRS. Et c'est seulement dans les dernières années de sa vie qu'elle s'est remise quelque part à parler yiddish et à redécouvrir la jeune enfant née à Jérusalem qu'elle était restée. Votre maman avait une soif de connaissances et elle décrit très très bien leur dimanche après-midi au Luxembourg avec votre grand-père et surtout le cinéma et l'amitié. Parce que tout le livre, dans tout le livre, on voit des personnages hauts en couleur, ses amis, aussi bien filles que garçons,
par exemple, quand elle grandit, quand elle rentre aux jeunesses communistes et elle découvre avec Claude, elle découvre un monde alors qu'elle a à peine 16 ans. Mais on va y revenir parce qu'en réalité, dans ce livre, il y a 3 grandes parties. Il y a l'avant-guerre, la guerre et l'après-guerre. Et il n'y a jamais de tristesse, même quand elle parle de la guerre. C'est vrai, il n'y a pas de tristesse parce qu'il y a une force de vie incroyable qui lui permet de surmonter, de traverser toutes les épreuves avec toujours cette soif de vie et cette soif de connaître et cette soif de découvrir les autres et soi-même. Et c'est ça qui l'anime et c'est cette flamme qu'on sent dans ce livre. C'est ça qui m'a beaucoup frappé en le lisant. Je dois dire que j'ai découvert une personne qui m'était à la fois, je dirais, inconnue et pourtant tellement proche. C'est ma mère, mais c'est ma mère d'avant ma naissance. Donc c'est ma mère jeune enfant, adolescente. Évidemment, personne ne connaît ses parents enfants, adolescents. Mais là, j'ai la chance dans ce livre de pouvoir la découvrir. Tout à fait. Et alors, il y a des pages où il y a beaucoup d'humour. Quand elle décrit le voisinage, par exemple. Quand elle décrit, oui, les voisins de... Mimi qui les garde. Quand elle décrit le boucher, le boulanger. Enfin, il y a quand même beaucoup d'humour dans tout. On a l'impression qu'elle a un scalpel, mais un scalpel qui est trempé à chaque fois dans des pointes d'humour. Oui, je partage votre avis, Monique Nakache. Et d'ailleurs, je dirais, cet humour, elle ne s'en départit jamais, y compris quand elle est à Drancy, quand elle est internée. Et on pourrait penser que la description de Drancy, qui était quand même l'antichambre d'Auschwitz, ça pourrait être l'enfer de Dante. Eh bien non, c'est plutôt la comédie humaine de Balzac. Il y a toujours l'humour pour regarder les gens. Elle n'a jamais cessé de regarder les gens avec humour. Et ça, durant toute sa vie. Alors, je souhaiterais maintenant que vous nous parliez de l'après-guerre, parce que c'est impressionnant de voir cette jeune fille qui revient. Enfin, il y a eu des périodes quand même très difficiles, mais qui ne sont jamais très tristes. Mais elle découvre, enfin, elle replonge dans cette soif de connaissance et elle décide de passer son bachot. Oui, elle décide d'ailleurs un petit peu contre l'avis de sa famille parce que son frère aîné, il voulait qu'elle s'inscrive au cours Pigier pour devenir secrétaire. Ses parents n'ont pas fait d'études, ils sont autodidactes. Et heureusement qu'elle a des amis qui lui disent fais ton bachot et après va à l'université, va étudier la sociologie et puis après finalement elle choisit la psychologie. Donc il y a toutes sortes de hasards comme ça qui font qu'elle va finir par devenir psychologue alors que rien ne l'y prédestinait. Et cette rencontre avec Henri Vallon. Bien sûr, et toute vie est faite de rencontres et effectivement c'est une des rencontres déterminantes dans sa vie. Elle le dit toujours, elle l'a dit jusqu'à la fin de sa vie. Elle en a toujours été reconnaissante à cet homme qui était d'une autre génération qu'elle, qui avait vu enfant le cortège funéraire de Victor Hugo et qui n'était pas du tout juif, mais qui était très philosémite et qui s'entourait de jeunes psychologues juifs et juives et quelque part, c'est son maître. Elle l'a dit, elle me l'a toujours dit. Et d'ailleurs, elle m'a donné son prénom en second prénom. Je m'appelais Pierre-Henri avant de devenir Pierre-Itzrak. Mais voilà, je m'appelais Henri en l'honneur d'Henri Vallon. Et alors, Pierre, j'ai presque envie de vous appeler Pierre-Henri Itzrak. Dans votre livre, Vie et Rie, vraiment, vous relatez le testament spirituel de vos parents. Parce qu'en fait, ils vous ont légué cette immense bibliothèque que vous tenez aussi en grande partie de votre grand-père Lursa, d'accord? Mais en même temps, cet amour de la vie. Oui, j'essaye ce livre que j'ai écrit surtout pour moi, que j'ai écrit dans les premiers jours, juste après le décès de ma mère, et d'ailleurs même avant, quand j'ai accompagné dans ses derniers jours dans sa chambre d'hôpital, ce livre qui est sorti un peu comme un jet, comme ça, de manière très, très instinctive, c'était un peu une façon pour moi de me demander qu'est-ce que j'allais retenir de mes parents et de ma mère et de mes parents. Et bon, évidemment, c'est une démarche qu'on entreprend quand on arrive à un certain âge dans la vie. C'est pas quelque chose qu'on fait quand on est adolescent. Il faut une certaine distance. Et effectivement, je me dis, j'ai reçu de mes parents beaucoup de choses sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, moral. Et comment résumer ces choses-là et comment finalement faire l'inventaire de cette succession spirituelle. C'est un petit peu ça quelque part l'objet du livre. Est-ce que votre mère savait que vous prépariez, que vous écriviez? Elle savait que j'écrivais parce que j'ai toujours écrit, surtout des articles, quelques livres, mais
souvent, je lui demandais de me raconter des histoires de ses parents, de sa famille, et parce que je lui disais toujours que ça pourrait faire un livre. Et je ne savais pas qu'elle l'avait déjà écrit, le livre. Ça, je ne le savais pas. Elle l'avait bien caché. Vous l'avez découvert après son départ? Absolument. J'ai découvert après son départ dans ses papiers. Et ma sœur jumelle, Irène, était au courant, mais on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. Et donc, je l'ai découvert un peu comme un trésor qu'elle nous a légué. J'avoue que c'est un livre qui est très très touchant. Je rappelle donc, je voudrais donner les titres des 2 livres. Un parapluie pour monter de Liliane Lursa, votre mère. Pardon, un parapluie pour monter jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel, bien sûr. Et Vie et Rie, donc qui est en hommage à votre mère, écrit par vous-même et qui a paru récemment, en décembre 2020. Oui, alors les 2 livres sont édités de manière indépendante. Ils sont disponibles uniquement sur Amazon. On peut les trouver tous les 2 sur Amazon. Et ils ont été publiés en même temps, puisque quelque part, ils ont le même sujet, même s'ils n'ont pas le même auteur. Est-ce qu'on peut les trouver en e-book également? On peut les trouver en e-book, absolument. E-book ou en livre traditionnel. Eh bien, Pierre-Itzhak Lursa, je vous remercie pour ce beau témoignage. J'invite les auditeurs à découvrir les 2 livres, Un parapluie pour monter au ciel et Vie et Rie. Donc le premier est de Liliane Lursa, votre maman, qui était psychologue au CNRS, et le second est de vous-même. Merci Pierre-Itzhak. Merci à vous, merci beaucoup. Kol tov. Shalom v'leishtamea. Leishtamea. Bye bye. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle et notre nouveau site internet Voix Pluriel.